Bonjour à tous les deux. Aujourd'hui, on se Bonjour. retrouve dans votre atelier. Merci de m'accueillir. Oui. Avec On s'est plaisir. rencontrés chez Bijorka, on s'est aperçus. Moi, je vous ai trouvé, je vous ai vu. Je vous suis sur Instagram. Je suis une fidèle. J'ai adoré vos danseuses, surtout, faut dire. Elles étaient magnifiques. Sur Bijorka, je suis tombée nez à nez aux toilettes avec. Et puis, c'est surtout que vous avez, ce que j'ai bien aimé, c'est que lors du salon, vous avez été parmi les seuls à bien montrer toutes les perles, à bien expliquer les choses. Et je trouve que certaines fois, vous ne saviez pas toujours à qui vous avez affaire, mais vous faites ce job-là facilement. Je trouve ça assez sympa, parce que c'est pas toujours évident et pas toujours facile. Donc, je vais vous laisser vous présenter. On va parler de votre parcours, parce que quand on parle des merveilles du Pacifique, on entend surtout parler de vos parcours à vous deux. Donc il y a Aurélie et Mehdi qui sont tous les deux présents autour de la table. Qui veut commencer? Mehdi. Alors, je me présente Mehdi Abdelawi, je suis le responsable de la structure. Donc la structure a été créée en 2009. Avant 2009, donc, j'ai vécu 2 ans à Tahiti. De 2002 à 2004, je suis parti sur un coup de tête en 2002. J'ai pris un aller simple, rejoindre mon oncle à Tahiti, parce que j'en avais un peu marre de la France et je voulais découvrir autre chose. Et je suis parti pour le sport et je suis revenu avec des sachets de perles. Donc voilà, au départ, j'étais pas programmé pour la perle, pas du tout. C'est en arrivant là-bas. Donc j'ai découvert toute cette culture polynésienne qui est extraordinaire. J'ai découvert des gens, j'ai découvert de l'humain en fait, hein, ce que nous on avait, enfin ce que les pays occidentaux entre guillemets ont moins, parce qu'on est pressurisé par cette vie, par cette course, par ce travail, par la remise en question permanente. Et là, je suis tombé sur des gens qui se laissaient guider, quoi, hein. Si le lundi, ils ne veulent pas aller travailler, ils ne vont pas travailler. Et donc ça m'a un peu... Perturbé. Ça m'a perturbé, oui et non. Et j'ai découvert des gens, mais des gens que je ne connaissais pas, qui m'invitaient à manger. Enfin voilà, des trucs qui pour nous, entre guillemets, c'est moins courant. Donc voilà, avant de parler de perles, de sport, de tous ces éléments-là, pour moi, Tahiti, ça a été vraiment un tournant dans ma vie et ça m'a apporté, ça m'apporte encore aujourd'hui de la joie au quotidien. Donc ça, c'est pour le côté un peu aventure, voilà. Oui, après, j'étais aussi dans un métier au départ, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte. J'étais dans le commerce, donc j'étais représentant pour une société. J'ai fait pas mal de petits boulots. Et c'est sûr que voilà, je rencontrais beaucoup les Polynésiens. J'ai fait beaucoup de sport aussi, donc là-bas, ça m'a permis aussi je me retrouvais un peu seul. Donc de faire un peu le vide sur soi et d'apprendre à se connaître dans un pays où, même si j'avais mon oncle qui était sur place, j'étais quand même loin de ma famille, loin de mes proches, et ça m'a appris aussi à savoir qui j'étais réellement. Donc c'est en 2004 que je décide de rentrer en France, parce que il fallait rentrer, parce que les îles, il y a du bon et du mauvais. Donc on parle que du bon, mais il y a aussi du mauvais, la solitude. C'est un petit microcosme peut-être aussi. Ouais, d'avoir vite fait le tour, d'avoir qu'un seul climat. D'avoir toujours du beau tout le temps autour de soi, ça doit être perturbant aussi. C'était aussi le côté... nous, on voulait voir à un moment donné, je voulais voir des buildings, je voulais voir des choses... voilà, des choses de mon quotidien que j'avais l'habitude de voir, entre guillemets. Et c'est sûr que Tahiti, sur la durée, j'ai senti que puis les années passaient, voilà, le temps passait très vite. Je suis resté 2 ans. Ouais. Mais ces 2 ans-là, c'était 3 mois en fait, parce que dans le réel, ça passait très vite. Donc je suis rentré en 2004, j'ai fait plein de petits boulots, parce qu'en rentrant en France, je m'étais fixé comme objectif de monter une société d'import-export de perles de Tahiti à l'échelle internationale. Et donc j'ai fait plein de petits boulots qui m'ont permis de mettre un certain capital
de côté pour pouvoir être crédible et m'attaquer à ce marché de la perle en 2009. Donc voilà, toute l'année 2008 a été consacrée à la construction de la société, tout ça. Puis en 2009, on s'est lancé. Et 2009 à 2012, 3 années qui ont été très très difficiles. Je me suis confronté à une profession qui est toujours fermée. Ici en France. ou... Ouais. Ouais, Non, en France. Ouais. Une profession qui était fermée, qui nécessitait beaucoup d'efforts aussi. Et bon, quand on est seul, c'est sûr qu'on est limité. Pourquoi? C'était quoi la problématique pour les gens? Pour s'attaquer au milieu professionnel, quand on est seul, c'est très compliqué. D'accord, il faut avoir des outils, il faut avoir des réseaux, il faut avoir des entrées. Des réseaux, des fonds, de la finance pour pouvoir se développer à travers divers salons. Il faut savoir qu'un salon en moyenne, ça coûte quand même un sacré budget. Ouais, si on veut se faire connaître, ça passe aussi par des salons. Il n'y a pas que des salons, mais c'est tout un ensemble d'éléments qu'il faut mettre en place. Tout ça en même temps. Et tout ça, ça a été aussi formateur parce que du coup, ça m'a permis d'apprendre tous ces rouages, tous les différentes étapes de travail. Et quelque part, avec un minimum de fonds, on a aussi pu bien analyser, bien observer ce marché français. Et donc en 2015, c'est ça? Donc en 2015, entre-temps, on a fait 5-6 années avec des représentants, en essayant de faire des choses et tout dans des salons, etc. En 2015, donc Aurélie me rejoint, février 2015. Donc Aurélie, je vais te laisser prendre la parole. Comment tu découvres toi les perles? Donc en fait moi j'ai rencontré donc Mehdi en 2014, je l'ai rejoint en 2015, mais avant ça donc je suis joaillière de formation et j'ai découvert. Le métier n'était pas inconnu. Voilà, mais sauf que l'atelier ne me correspondait pas parce que j'avais une envie de voyage, une envie de rencontre. Voilà, l'atelier c'était quelque chose qui pour moi ne correspondait pas à ma personnalité. La création, pareil. Enfin, chaque fois que je créais des bijoux, je mettais toujours des perles dedans. Toujours, ça revenait toujours. Donc en fait, je me disais, mais tu ne te destines pas à être joaillière en fait. Ni la création ni l'atelier ne te correspondent. Et donc je voulais être chasseuse de perles, pas chasseuse de pierres, parce qu'il y avait que la perle qui m'intéressait. Donc voilà, j'ai commencé à me pencher sur la question par rapport à une école de gémologie. Mais je me suis rendu compte que la gémologie abordait la perle très brièvement, surtout la perle de Tahiti, encore plus. Donc voilà, donc au lieu de... C'est bien dommage. Ouais, elle n'est pas encore dans la mentalité française, mais elle commence à l'être de plus en plus. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit que si je voulais apprendre le métier de la perliculture et surtout apprendre la perle de Tahiti, il fallait mieux que j'aille à Tahiti directement, ça serait beaucoup plus simple et beaucoup plus... C'est simple, que vous découvrez le voyage, vous découvrrez les îles, vous découvrez tout ça. Il y avait tout comme ça. Voilà, il y avait le voyage. Donc j'ai effectué mon dernier stage d'études en CAP, en BMA joaillerie à Tahiti, voilà, dans une société à Tahiti. Et depuis, Tahiti ne m'a jamais lâché. La passion pour la Polynésie, la danse tahitienne, les plats tahitiens, la plongée, enfin tout m'a passionnée là-bas. Donc j'ai gardé ça bien en tête, j'ai poursuivi mes études et j'ai rencontré Mehdi sur un salon, le salon de Bijorka. On y revient justement. Et voilà, j'ai gardé précieusement sa carte de visite parce que ces perles m'avaient vraiment marquée. Ouais, j'ai trouvé le panel de couleurs incroyable. Et puis j'avais bien accroché avec lui, vraiment. J'avais eu un bon contact, un bon premier échange. Je trouvais que c'était une personne très intéressante. Donc j'avais bien gardé sa carte de visite. J'ai continué mes études et puis en rentrant en France début 2015, je le contacte. Et puis, il me propose donc de me recevoir. Voilà. Et depuis, on travaille ensemble depuis bientôt 5 ans. Donc voilà, je suis la responsable de la communication pour les Merveilles du Pacifique. Et puis, je suis aussi un petit peu son bras droit pour toutes les tâches du quotidien. Vous faites un tandem. Voilà, vous faites un binôme. On fait un binôme très complémentaire. Vous ne le faites pas simplement au travail, parce que vous le faites dans votre passé. C'est-à-dire le fait que vous ayez été, et que vous soyez partis tous les deux à Tahiti, vous avez une culture que vous avez noué ensemble.
Tout sur à ce fait. départ, sur cette aventure que vous avez faite de part et d'autre, sans lien, sans lien familial, mais sans vous connaître pour autant. Vous avez réussi à faire de cette plateforme-là, de cette base-là, votre culture à tous les deux pour cette entreprise-là. C'est ça, et puis notre bagage aussi qui est très complémentaire. Lui, c'est vraiment, Mehdi, sa force et ses compétences vraiment les plus marquées, c'est vraiment la négociation. Moi, c'est vraiment le côté joaillerie, marketing, communication. Donc, on est vraiment complémentaires et ça, c'est agréable. Aurélie est arrivée en 2015. J'avais prévu en 2014 d'enchaîner une série de salons, de sortir un peu de la France, parce que je voulais un peu sortir, me rendre compte un peu comment ça se passait ailleurs. Donc, on a commencé, quand Aurélie est arrivée, on a fait notre premier salon en Allemagne. Et petit à petit, 2015, donc on a démarré avec 3-4 salons. 2016, on est passé à 6-7. Des salons à l'étranger. Voilà. Que à l'étranger. Et petit à petit, on s'est forgé un petit peu aussi à l'international, voir comment ça se passait ailleurs. Donc on a fait 4 années de suite l'Angleterre, Londres. Là, on est présent sur la 5e année de suite en Allemagne. On a intégré Hong Kong. On a démarré Hong Kong, pareil à hauteur de 3 fois par an. C'est énorme. Et on s'est rendu compte que ce produit, pour pouvoir aussi le vendre, parce que nous aussi on aime les voyages, donc on a voulu mêler et le voyage et le travail. Alors c'est sûr que ça nécessite beaucoup d'efforts, parce qu'on a des familles, on fait des sacrifices aussi de notre côté, mais quelque part aussi c'est ça au départ qui nous a ramené dans ce métier-là. Ça fait partie du maillon que vous avez créé ensemble. Le déplacement, le voyage, la passion que vous avez de manière différente pour la perle, mais c'est indéniable, quoi. Vous tracez ensemble. Alors, ces salons-là, à l'étranger, est-ce qu'ils sont très différents des salons français? Ça, c'est une grande question. J'ai jamais vu les salons à l'étranger. C'est surtout la mentalité. Vraiment, c'est là où moi, ça m'a vraiment mis une claque. Donc, j'avais des doutes, j'avais ça en moi qui me disait, mais j'ai un souci en France, ça coince un peu, donc ça coinçait un petit peu. Et la mentalité allemande ou anglo-saxonne m'a aussi, je me suis dit, bon, on est quand même dans le bon truc, on fait des bonnes choses, donc il faut qu'on continue. Le business tourne. Voilà, ce qu'on fait, c'est bien. Vos clients sont contents. Voilà, les clients sont contents, on apporte quelque chose que les autres sociétés, entre guillemets, nos concurrents ne font pas. Comme nous, vraiment, on essaie de diversifier la perle, mais dans tout son sens, mais uniquement en Tahiti. Quand je dis diversifier, on est très bien capable de vendre et du keshi, et de la perle gravée, on va revenir et de la perle toute cerclée. La qualité que voilà, vous avez on et est que vous vraiment proposez. Large, vu qu'on fait un monoproduit, on essaie vraiment de se diversifier au maximum. Et puis on lui donne une image aussi assez jeune. Déjà par le design, puis par notre attitude, notre histoire. Voilà. Moi, je sais que si je vous ai repéré alors que je vous ai vu parmi d'autres, c'est qu'il y a quelque chose que vous amenez. On essaie, nous, de ne pas faire comme les autres. Moi, je fais très important à ce que je n'ai pas les mêmes choses que les autres et d'avoir toujours un temps d'avance, bien sûr sur la concurrence, mais surtout d'être aussi, pourquoi cette gemme, elle a du mal à s'installer en France, parce que les anciens fournisseurs ou l'histoire de ces fournisseurs qui ont apporté la perle de Tahiti en France, pour moi, elle n'a pas eu de... On est resté pareil, elle n'a pas eu d'évolution. Et la perle de Tahiti, si on la met bien en valeur, elle a un panel de couleurs qui est juste unique au monde. Elle s'adresse à tout public. C'est aussi ça, pourquoi nous, on est des passionnés. Parce que vous savez la faire vivre et en parler. Quand je suis rentrée tout à l'heure, il y avait sur la table un sachet. Ça faisait 1 kilo en tout. Et c'est la première chose que j'ai dit, c'est les couleurs. Comment une perle d'un seul endroit peut avoir tant de couleurs? Je ne peux même pas vous dire, ça va de telle couleur à telle couleur, tellement il y avait de couleurs. La perle de Tahiti, elle a vraiment un panel unique et c'est celle qui a le plus gros panel en termes de variété de couleurs. C'est aussi pour ça qu'on est passionné par la perle de Tahiti. Juste se dire, mais la perle de Tahiti, c'est pas gris, c'est pas noir. Déjà, si nous, on arrive à faire notre travail en termes de... Parce qu'on doit éduquer aussi les gens sur ce produit-là, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Donc nous, bien sûr qu'on fait du business et qu'il faut aussi
on a des charges à payer, on a des loyers à payer, il y a des salaires à se verser, etc. Mais on se dit que l'un ne va pas sans l'autre. Donc il y a le côté vente, mais il y a le côté aussi éducation, montrer tout le panel de couleurs. Et voilà, ça c'est nous. Et ça c'est ce que vous faites particulièrement bien. Parce qu'en plus on sait une chose, c'est que le jour où on sème, c'est pas le jour où on récolte. Le jour où on sème, on récolte plus tard. On donne des petites choses, on donne on rentre dans les... Exactement ça. Voilà, c'est ça. Mehdi, justement, il est intervenu dans des écoles de bijouterie et de joaillerie pour faire des formations aux étudiants qui, du coup, par la suite, allaient être professionnels. Mais dans l'immédiat, c'était vraiment pour transmettre aussi son savoir. Ce qui fait que vous avez une éducation à faire, comme une information à faire qui est à 180 degrés, pour parler à des gens directs, à des gens, des prestataires, mais des professionnels aussi. Donc vous avez ce travail-là à faire qui est extrêmement important parce que ça ne passe que par là. C'est ça. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous, la perle, vous la voyez comment? Vous la vivez comment? Nous, on est vraiment on est connecté à Tahiti tous les jours. Donc nous, on est une société française, mais on sait exactement ce qui se passe à Tahiti. On est au courant vraiment des événements en direct, que ça soit des lots qui peuvent arriver chez des producteurs, enfin des récoltes. On est au courant de tout ça, de l'actu au moment même. Et c'est ça qui est intéressant avec vous, c'est que on ne parle pas d'un produit, on ne parle pas d'un produit fini qui est la perle. En fin de compte, vous avez évité toute la strate des gens qui interviennent et qui sont des intermédiaires. Parce que Mehdi, ce qui est, toi, le fait d'avoir vécu là-bas, c'est que toi, tu connais directement les gens à qui tu achètes. Alors ça, c'est le gros avantage. Voilà. Le gros avantage, j'allais y venir, c'est qu'aujourd'hui, la plateforme mondiale de perles, c'est Hong Kong. Le marché mondial, voilà, les gros acheteurs principaux, bijoutiers, joailliers, grossistes, se fournissent à Hong Kong. Hong Kong, c'est une plateforme. C'est une plateforme, d'accord, d'accessibilité d'achat de perles que très peu de gens, que beaucoup de gens décident d'aller pour pouvoir se fournir en perles. Nous, du fait qu'on a quand même une histoire avec Tahiti, qu'on a vécu à Tahiti, on a pu mettre en place des réseaux avec des producteurs de renommés, parce qu'on essaie de travailler avec des gens aussi qui ont une certaine renommée de travail, que ce soit au niveau... voilà, si on cherche de la perle colorée, on est beaucoup... Puis vous voulez offrir un choix, un panel, alors ça fait que vos prestataires, vos fournisseurs, vous n'avez pas de prestataires, vous avez des fournisseurs, ils sont tous présents sur le site, tout sur à fait, les îles. Tout à fait, ouais, tout Donc à fait. vous ne parlez pas d'une finalité, vous parlez à des gens. Oui, tout à fait. Tout à fait. On achète vraiment à des producteurs en direct, quoi. Hein. Dans leur ferme. On est très peu. Alors ça fait rêver. Ouais. Alors ça, là vraiment, c'est-à-dire que ça faisait pas rêver Hong Kong. Non, mais Hong Kong, il y a du bon aussi. Il n'y a pas que du mauvais. Il y a du bon Hong Kong, oui, c'est quand même. C'est bien sûr que je. Quand on recherche un type de perle où vraiment on ne le trouve pas, parce que nous aussi, dans les fermes perlières, des fois, on cherche des choses qu'on ne trouve pas. Il y a tout à Hong Kong. Hong Kong, c'est vraiment, si on veut, une 19 mm, voilà, on trouve tout. Alors c'est sûr que ça coûte un prix, parce que voilà... Parce qu'au moins, ils l'ont trouvé pour toi, et toi, tu sais où aller les chercher. Fait, ouais. Mais vous, ce que vous faites, c'est que vous faites un marché. Alors voilà, les producteurs, on essaye, on est beaucoup... on est quand même... en termes d'acheteurs potentiels, nous, on est quand même... La France, ça reste un tout petit marché. Pour des gens qui achètent à Tahiti. On est peut-être 4-5 Français à acheter nos perles à Tahiti. D'accord ? Quand nous on va à Tahiti, on est confronté à une certaine concurrence qui sont les Japonais et les Chinois. C'est eux les principaux acheteurs de perles. Il faut savoir que 80% des perles de Polynésie sont vendues en Asie, 80-85%. Ok, ce sont des grands demandeurs. Et eux, ils demandent souvent une qualité. Eux, ils ont des moyens qui sont très importants. Et aussi, il faut savoir que l'Asie, en termes d'histoire avec la perle,
voilà, c'est Nikimoto, ils sont tombés dedans. Ils ont une culture que nous, les Européens, on n'a pas. Oui, la perle, on l'a depuis le début du 19e. Voilà. Donc la France, ça représente, je crois, même pas 1% en termes d'achat de perles à Tahiti. Même pas 1%. Pourtant, c'est français, c'est une gemme française. Voilà, l'Amérique, c'est 7%, et après, il y a 80-85% l'Asie. Donc voilà, pour vous situer, où c'est qu'on est, nous. Ah oui, donc, on n'est pas à grand-chose. Donc ça remet un peu d'humilité. Voilà, quand je vais aux achats, je suis surtout confronté à des gens qui ont des très gros moyens. Donc on essaye, nous, de mettre des stratégies différentes en place pour essayer d'obtenir des perles là. Donc voilà, ça passe. C'est peut-être ça qui fait la différence aussi. C'est que vous arrivez à avoir une qualité en connaissant les gens que peut-être n'importe qui n'aurait pas, parce que quand on représente si peu, quand on est sur l'échelle internationale juste à 1%, vous, le choix que vous présentez est quand même assez important, énorme. Ouais, c'est ça. Puis après, ça fait 10 ans qu'on y va régulièrement à hauteur de 2 fois par an. Donc nos visages maintenant sont... Voilà, on fait partie, entre guillemets, du milieu de la perle. On sait qu'on est acheteur de perles, donc la donne, elle s'est un peu inversée. Moi, quand j'ai démarré, j'ai dû faire mes preuves pendant 3, 4, 5 ans. Voilà, ils attendaient que ce soit le touriste qui s'arrête à un moment. Ah non, cet accès-là, il n'est pas pour les touristes, il est vraiment... mais ils ne te voyaient pas forcément comme un professionnel, ils attendaient peut-être que... Si, mais on n'était pas des gros acheteurs, on était considérés comme des petits, moyens acheteurs. Et petit à petit, avec le temps, on a validé nos salons, on est revenu à hauteur de 2 fois par an, comme je vous disais. Donc, à un moment donné, il y a aussi une reconnaissance de la profession qui se dit, ils font partie de... Voilà, ça crée un lien. Puis le fait d'être vu régulièrement, ça permet aussi d'avoir plus de facilité. D'être repéré par l'œil et de dire... En fait, ces achats dans les fermes perlières, n'importe qui n'y a pas accès. Il faut forcément avoir instauré une relation. Les personnes qui veulent acheter des perles de Tahiti passent forcément par des négociants ou des ventes aux enchères. Donc il y a forcément un intermédiaire. Enfin, en théorie, la plupart des gens qui vont dans les fermes perlières. On est très peu. Voilà, et qui ont pas le circuit touristique. On se fait sa balade, on va s'acheter la perle et on remonte dans le car et on s'en va. En règle générale, c'est bien établi. Les fermes perlières les font, les négociants les vendent. Voilà. Vous arrivez à les acheter. Voilà, nous, on n'a pas cet intermédiaire-là qui est le négociant ou la vente aux enchères. Ce qui fait que vous pouvez choisir. Alors, comment se fait votre œil ? Est-ce que vous, par exemple, avec toutes les perles que vous avez vues, au fruit de toutes ces années, au fil de toutes ces années, comment vous faites ? À force de voir des tas de perles passer sous nos yeux, forcément, on a aiguisé notre œil. On apprend avec le temps. Après, on n'a pas non plus tous le même degré de sévérité pour les classifications. Donc, ça dépend aussi de si on trie des perles à Tahiti ou en France. Tout le monde ne classe pas les perles pareil. Mais voilà, il faut se mettre d'accord sur comment on classifie les perles. Il y a des grilles de classification qui sont en théorie apprises à l'école, qui ne sont pas les mêmes que dans la réalité. À Tahiti, voilà, on parle... en A, B, C, D. Quand on lit la théorie, c'est du triple A, double A, quadruple A. Voilà. Donc on apprend la réalité sur le terrain. Et puis on apprend à connaître tout ce panel de couleurs, à estimer une perle les lettres servent rapidement. À quoi ? À classifier. Voilà. Les A, A, ça correspond à quoi alors ? A, c'est une très belle qualité de surface, beau lustre, très peu de piqûres. Différents éléments. Alors, non. En fait, il y a Top Gem, A, B, C, D. Voilà. Et après, en dessous, c'est rebut. Donc, Top Gem, c'est vraiment la parfaite, aucun défaut, magnifique lustre, très belle couleur. Voilà, c'est la couleur, le lustre, la rondeur. Non, la rondeur, non. L'orient, le lustre, couleur, sont des critères qui vont déterminer la qualité. Une qualité. La forme, c'est un critère, mais ce n'est pas une qualité. Voilà, elle ne rentre pas dans les qualités, les critères de qualité. Non, ça correspond aux critères de caractéristiques, mais pas de qualité. Parfait. Voilà. Après, c'est une autre classification où on peut dire on veut des perles rondes. Tout à fait. Voilà. Mais on les réclassifie par rapport à leur forme. Alors, c'est une question intéressante que vous posez. Notre retour de Tahiti, il se fait... on a une grosse période de tri. Il faut savoir qu'on va à Tahiti en général début décembre et juillet. Donc le mois d'août et le mois de janvier, c'est des mois vraiment où on est très concentré sur le tri, où on classifie
toutes les formes, toutes les qualités et toutes les tailles. Et à partir de là, on peut présenter, selon la demande des clients qu'on a en face de nous, tout type de perles. Rondes, gouttes, semi-baroques, baroques, boutons, cerclés, kéchi, voilà. Donc tout est fait ici dans nos locaux à Paris. Donc en fin de compte, c'est pour ça que la perle est une gemme, parce qu'il y a ce travail qui est lié purement, comme avec la gémologie, l'analyse, la classification, l'identification. C'est ça, moi à chaque fois j'explique que c'est comme le diamant. Le diamant, il y a les 4 C, la perle, il y a les 5 S. Et en fait, c'est le même type de classification en fait. C'est S, donc les 5 S, si vous voulez que je vous les explique, c'est shade, donc la couleur, shape, la forme, shine, le lustre, size, donc la taille, et surface, c'est la qualité de surface. Voilà. Et ces 5 S font la qualité. Voilà, font la perle. Voilà, la caractéristique, la fiche d'identité de la perle. D'accord. Alors ça, quand on le dit en plus, c'est très clair. Maintenant, quand on lit un certificat, forcément, on se rapporte à ces éléments-là et ça explique après cette pièce d'identité. Voilà, on a tout avec ces 5 caractéristiques. Donc vous, là-bas, vous faites ce job-là de regarder tout le temps, sélectionner, faire un tri non-stop. C'est ça. Bon, ça c'est quand ça se passe bien. Une anecdote, en octobre 2017, je pars pour voir un ou deux lots, d'accord, dans les fermes perlières. Et on s'était mis d'accord avec le producteur, etc., qui récoltait à telle date, etc. Bon, j'arrive, le lot ne correspond pas à mes besoins. Donc j'ai dû rester 1 mois et demi sur l'île, donc 6 semaines, à attendre que... Voilà, c'est aussi ça les inconvénients. Il y a les avantages, oui, c'est fun, on y va, etc., c'est magnifique. C'est du stress aussi. Voilà, il y a aussi une part de stress. Ah oui, mais ça, pour quelqu'un qui dirige une entreprise, rester bloqué 6 semaines... Donc ça, c'est les inconvénients. Ça fait partie de quelque chose qu'il faut considérer. Exactement. C'est assez lourd financièrement. Donc pourquoi la vente aux enchères, c'est pas ça. La vente aux enchères, vous arrivez, les lots sont classifiés, vous gagnez du temps, mais c'est répercuté forcément quelque part. Donc bien sûr, il y a de l'avantage, il y a de l'inconvénient. Et bon, ça m'a aussi permis de tisser des liens, parce que vous vous doutez bien que pendant 6 semaines, je ne suis pas parti à la pêche, ou je ne suis pas parti poser ma serviette, etc. Donc je me suis permis aussi de mettre en place, mettre des liens, enfin tisser des liens avec des gens, de voir le travail de tout le monde. Et ça, j'en ai bénéficié qu'en 2018-2019, tout ce travail-là. Donc c'est un travail de très longue haleine qui se met aussi en place, et on tient compte aussi de ce qui se passe sur le moment. Alors, il y a ce qu'on veut faire, et puis il y a la réalité du marché. Et du coup, pour ne pas mettre en danger mes 6 prochains mois, j'ai décidé de ne pas acheter ce lot-là, même si financièrement il pouvait être intéressant, mais il ne rentrait pas de ce que nous, on a l'habitude de présenter à nos clients. Voilà, de la couleur, tout un panel. Donc il a fallu aussi faire des... C'est exceptionnel parce que 6 semaines rester là-bas, rechoisir, refaire un tri, ça a quand même sacrément des conséquences. Alors, on aurait pu penser que n'importe qui pouvait tout de suite acheter et se dire « allez, d'une manière ou d'une autre, je vais les vendre et puis de toute façon, ça ne me... » Mais en fin de compte, c'est un mauvais calcul à la longue. Mais à la longue, c'est un mauvais calcul. Acheter ça, c'est aussi montrer ou dire je suis capable d'acheter des choses nulles. Et donc après, se faire une réputation sur tel type de marchandise. Et la réputation, elle est importante. Il faut savoir aussi à un moment donné dire non, nous, on ne peut pas acheter ce genre de marchandise. Et s'il faut qu'on reste plus longtemps que prévu, parce que ça ne correspond pas, c'est aussi montrer aux gens qui sont... Parce qu'on est dans un jeu, vous savez, on est dans un jeu de guéguerre. Hein. Il y a l'acheteur, il y a le vendeur, exactement. Et chacun défend voilà, chacun défend son business. Donc il faut aussi dire, voilà, nous, on est acheteurs, mais pas de ça. Et donc il a fallu tout modifier. Et Aurélie, elle m'a permis de pouvoir... du fait d'être à deux, le séjour. Le fait d'être à deux, tout ça, si j'aurais été seul, j'aurais pas pu le faire. D'où il est important de bien s'entourer, parce qu'elle s'est retrouvée donc 6 semaines à gérer la société toute seule. Et dans une société, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, au quotidien voilà. et à la fin du mois, Exactement. et 1000 choses. Et en plus, vous faites les salons et pas que un peu. Donc ça fait partie des grandes... dans l'emploi du temps de l'année, ça représente quand même pas mal. Donc ça fait que c'est pour ça que vous savez si bien parler des perles. C'est pour ça que la différence, elle est
elle est chez vous tellement visible. Parce que non seulement vous connaissez vos fournisseurs, non seulement vous connaissez votre produit, mais en plus vous savez pertinemment d'où elles viennent, comment elles sont, ce qui se passe tout derrière. Il y a tout un mécanisme derrière. Oui, c'est sûr. Après, nous, voilà, on parle aussi avec la passion, on parle avec notre histoire, et puis on a de la chance de vendre un produit qui de lui-même déjà vend du rêve. Voilà, la perle de Tahiti. On est déjà parti. Voilà, on est déjà parti rien qu'avec le nom. Voilà, donc, Et vos clients en France et à l'étranger, est-ce qu'on peut en parler, juste savoir, est-ce que ce sont des clients finaux, est-ce que ce sont des bijoutiers, est-ce que ce sont des alors on a vraiment sous-traitants, comment est-ce que on a des profils de clients très variés, donc on est uniquement fournisseur pour des professionnels, mais ça va vraiment du petit artisan créateur voilà, qui fait des bijoux et qui utilise une perle de temps en temps, voilà, qui fait appel à nous très ponctuel, enfin très, très rarement, et jusqu'aux gros fournisseurs, aux grossistes vraiment de Hong Kong qui nous achètent un lot, à la place Vendôme, à des bijoutiers de quartier en France. Voilà, on a vraiment tous les professionnels. Hong Kong, en fin de compte, nous vendons. Voilà, bien sûr. Et vous vendez sur des quantités importantes. Bien sûr, oui. À des gens qui sous-traitent encore. Voilà. Depuis 2016, on s'est tourné vers l'international. Et voilà, 2017-2018, on a fait à peu près 13 ou 14 salons par an. Donc on a fait 3 fois Ça fait un salon par mois. Voilà. On a voulu un peu se faire mal pendant 2 ans et se dire voilà... Avoir la valise au bout du bras. Ce produit-là, qu'est-ce qu'on est capable de faire, où on est capable de le vendre. Et nous, ça a été très formateur, même si franchement ça a été très très dur physiquement. Mais ça nous a montré de bonnes, de mauvaises choses aussi, parce qu'il n'y a pas que du bon dans tous ces salons. Il y a eu de la casse aussi, pas beaucoup, mais il y en a quand même eu. On a essayé un salon comme Birmingham par exemple, où on s'est complètement trompé sur l'Angleterre. Donc on a fait Londres et on a voulu rajouter un autre salon sur l'Angleterre. Il s'avère, après ils ont eu le Brexit, etc. Il y a eu d'autres problèmes qui sont arrivés. Mais on a voulu sortir, on a voulu se tester, se confronter à la concurrence aussi, savoir où nous on était, qui étaient les concurrents de tel ou tel pays. Et c'est sûr que Hong Kong, quand on était capable de vendre des lots à Hong Kong, ça a été... C'est une super reconnaissance. Ouais, puis se dire, parce qu'on a vraiment affaire à des gens honnêtement très exigeants. Ils maîtrisent le produit du bout des lèvres. Donc voilà, il faut que les lots soient très bien triés. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur dans le tri, dans la présentation des lots. Il faut que ce soit des lots qui correspondent. Vous êtes dans la cour des grands là, vous êtes dans la cour. Je ne sais pas si on est dans la cour des grands, mais en tout cas, c'est une forme de reconnaissance. En tout cas, des professionnels. Ça nous a beaucoup appris qu'est-ce qu'était vraiment ce marché de la perle. Voilà, tout se passe à Hong Kong, entre guillemets, dans la perle de Tahiti, pas comme dans la Tahiti, que ce soit la gold, la que ce blanche, soit la blanche, enfin, voilà. La culture. C'est vraiment le marché. Donc Hong Kong, ça nous a vraiment aidé dans notre formation, parce que même si ça fait 10 ans qu'on est là, on est une jeune société. Voilà. C'est ça. Alors cette humilité-là, elle est quand même assez extraordinaire. Parce que 10 ans et encore dire que vous êtes dans une phase où vous apprenez, où vous découvrez, où vous innovez aussi, vous repartez, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de vos perles, de comment elles sont, ce que vous faites et ce que vous n'achetez pas, par exemple. De comment vous voyez la chose. Alors, ce qu'on fait, donc nous on propose une collection de bijoux en perles de Tahiti, donc on les monte sur or et sur argent. Donc on propose une gamme de perles nues, mais voilà, cette collection elle vient compléter en fait notre offre pour les bijoutiers qui n'auraient pas d'atelier, qui n'auraient pas la possibilité de faire de la création. On vend également des rangs, un grand classique. C'est ce que je vois. Tout autour de moi, il y a perles et perles, c'est-à-dire elles sont montées sur des chaînes, tout métal. C'est ça, il y a de tout. Vraiment, bracelets, colliers, boucles d'oreilles. C'est ça, parure. Voilà, parure. Je vois même des colliers de perles. Là, il y en a, même pour mes yeux, je ne sais plus. Tellement j'en ai vu des comme ça. Et encore, c'est un échantillon là. Oui, j'imagine.
On a intégré aussi le diamant récemment pour la collection 2019. Donc voilà, on a un panel assez large pour vraiment tout public pour la perle de Tahiti. Donc ce sont que des professionnels qui viennent vous voir, qui achètent, c'est ça. Soit en gros, soit en plus petite quantité. Voilà, on n'a pas de quantité minimum exigée. Alors on va parler d'une perle dont vous parlez et que je vois, c'est la Keshi. Peu de gens savent ce que c'est. Est-ce que toi tu peux la définir? Oui, donc le Keshi en fait c'est donc de la nacre, 100% nacre. En fait, la différence avec la perle de Tahiti, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a pas ce nucléus qui donne la forme sphérique à la perle. Voilà, qu'elle soit goutte, ronde ou baroque, il y a forcément un nucléus dans ces perles de Tahiti. Là, le Keshi, il n'y a pas de nucléus. Donc, la différence, voilà, c'est que c'est vendu au poids. Et la forme? Donc, la forme, vu qu'il n'y a pas de base sphérique, la forme est assez biscornue. En fait, lors de la culture de la perle... Du bruit, j'en amène quelques-unes comme ça on les a sous les yeux. Voilà, en fait, il n'y a vraiment qu'un greffon qui a été implanté dans l'huître et donc du coup, les Keshi ont vraiment un panel de formes incroyables. Et de couleurs. Voilà, on peut faire... Ça inspire beaucoup de créateurs justement. Ces Keshi-là ont beaucoup de succès. Et donc, en fin de compte, c'est des couches de nacre non de la base, enfin d'une 100% nacre. Voilà, c'est ça. Si on la perce, en fin de compte, ce ne sont que des formes où on va sur la nacre. C'est ça, exactement. Par rapport à la différence. Tu m'as montré une perle qui était cassée en deux. Oui. Et on voit bien la forme de nacre tout autour, selon l'épaisseur même. On voit bien la différence d'épaisseur. Et ce noyau tout blanc, extrêmement surprenant. Oui, ça c'est taillé dans de la moule du Mississippi en fait. Donc c'est une matière organique, matière vraiment naturelle qu'on a taillée de manière sphérique. Et en fait, on a fait, pendant le développement de la perliculture à Tahiti, beaucoup d'expériences ont été faites et c'est ce corps étranger qui est le plus accepté en fait par les huîtres Pinctada margaritifera de Tahiti. Voilà. J'adore, je veux que tu me redises le nom. Pinctada margaritifera. Voilà, ça c'est extraordinaire. Ça, c'est quand vous... Là, après c'est interrogation écrite, c'est comment l'écrire, le prononcer, parce que c'est pas facile. On a parlé donc du parcours. On a parlé des perles. Est-ce que tu veux dire d'autres choses sur les perles dans votre choix? Oui, alors nous, vraiment, ce qu'on aime dans la perle de Tahiti et qui est très différent des autres perles, c'est ces critères de qualité et cette protection de l'image de la perle de Tahiti. Voilà, elle n'est jamais traitée de manière artificielle. En fait, quand on a une perle de Tahiti, moi, c'est vraiment ce qui m'a passionnée dans les perles de Tahiti, c'est qu'elles sont brutes, elles sortent des huîtres telles quelles, et voilà, après elles sont montées en bijoux. Elles ne sont pas fastées, pas taillées comme les pierres, chose que moi, je trouve un peu moins intéressant parce qu'au final, ça a été retravaillé par la main de l'homme et je trouve ça quand même moins naturel. Là, vraiment, c'est un produit qui est brut et contrairement aussi à la perle de Chine, elle n'est pas teintée, elle n'est pas traitée. Voilà, c'est des choses. On va s'arrêter sur ce passage-là parce que toute perle grise, noire ou foncée n'est pas forcément une perle de Tahiti. Oui, ça peut être une perle teintée, voilà. Et ça, c'est quand même juste pas normal. C'est pas normal de ne pas le savoir. À savoir que si c'est une perle de Tahiti, c'est écrit. Toujours. Sur la facture que l'on reçoit en tant qu'acheteur, sur le bijou que l'on achète de manière individuelle. Si ça, c'est pas écrit, Aurélie, est-ce qu'on est d'accord que dans ces cas-là, on se retrouve face à peut-être une perle qui a été teintée? Oui, ou alors quelqu'un qui connaît mal son produit et qui peut même aussi vendre une perle sans dire que c'est de la Tahiti parce qu'il n'est pas connaisseur. Ça serait dommage. Voilà. Mais voilà, une perle de Tahiti, c'est comme du champagne ou du camembert. C'est vraiment propre à une région. Voilà, ça devrait avoir son AOC. C'est ça, voilà, exactement. Parce que ça vient d'un coin. C'est une appellation. Voilà, c'est protégé. Exactement. Et moi, ce que j'ai appris chez vous, c'est que des perles foncées ne sont pas toutes issues de Tahiti. Le marché chinois achète des perles blanches qu'il teinte. Et ça, c'est quand même incroyable. Moi, je trouve pas ça juste et normal. Après, ça ne fait pas du tout le même résultat. Hein. C'est vraiment une perle teintée, une perle naturelle. Moi, là, j'ai les yeux qui vont partout dans les perles. Donc, je comprends toute la zone de couleur. Je comprends
tout ce que ça veut dire en termes de forme. Mhm. Mais si je n'y connais pas, si je reçois une perle foncée... Pour un public novice, oui. Il y a moyen d'être trompé. Et ça, c'est pas normal, c'est une tricherie. Tout à fait, oui. Donc, après, voilà, ici, du moment qu'ils ne disent pas perle de Tahiti, ils ont le droit. Chacun, de dire une perle noire. Chacun a ses critères de qualité. Et des gens qui voudront une belle qualité de perle, vraiment quelque chose qui va durer dans le temps, ils achèteront une Tahiti qui ne sera pas le même prix qu'une perle chinoise qui durera beaucoup moins longtemps. Mais voilà, on a un engagement, on a une qualité en fait assurée avec la perle de Tahiti. Parfait. Est-ce que tu sais quel est le conseil à donner pour entretenir les perles? Alors, parce que c'est toujours la question. C'est assez simple. 1001 choses. Ouais, moi je trouve que c'est assez simple. Justement, il ne faut pas se prendre la tête et essayer de mettre des produits dessus pour les conserver, acheter des choses en boutique. Faut simplement les porter régulièrement pour ne pas qu'elle meure dans un coffre sans lumière. Une perle de Tahiti, voilà, elle a besoin de voir la lumière, donc il faut les porter de temps en temps. Pas tous les jours, hein, mais voilà, ne pas la laisser 6 mois, 1 an dans un coffre. Voilà, les sortir à la lumière. Surtout les retirer lorsqu'on fait du sport, qu'on fait un effort physique, qu'on transpire. Voilà, retirer. L'acidité de la peau ne convient pas au nacre. Pas du tout, ouais. Ça attaque beaucoup la nacre et ça peut vraiment faire des dommages importants qui sont après. C'est fatal, c'est fini là. C'est fatal, voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Une pièce. Voilà, donc il faut vraiment faire attention quand on fait un effort physique. Voilà, on enlève les perles. Pareil, quand on se parfume, on pulvérise vraiment pas le parfum directement sur la perle. Voilà. On n'en met pas dessus. Voilà, pas dessus. Pareil, les détergents, les produits d'entretien, voilà, on enlève ses bagues, on ne porte pas des perles quand on fait son ménage, surtout pas. Voilà, et après, en termes de nettoyage, quand on les retire, on peut tout simplement frotter sa perle sur une serviette éponge ou avec une peau de chamois. Ça, c'est parfait pour retirer la crasse sur la perle. Et voilà, pas besoin de grand-chose de plus. De l'eau non calcaire, à la limite. Mais c'est le moins convient le mieux à la perle. Pas de produit. Elle est vraiment dans son état, dans le plus naturel et le plus normal. Donc Aurélie, elle nous a beaucoup aidé sur tout ce qui est communication et le site internet, c'est elle qui l'a géré de A à Z. Donc ça nous a permis de se rendre compte aussi, parce que sur le site internet, on donne aussi un peu de nous, donc savoir comment on travaille, quel est notre style. Et c'est vrai que le site internet nous crédibilise, parce que les gens, ils nous voient dans les salons. Ils vont sur notre compte Instagram ou Facebook. En plus, il est très vivant avec le site internet, voilà, qu'on essaie de mettre, d'actualiser, on essaie de mettre les événements qu'on fait, les salons qu'on fait. Donc c'est aussi une forme de développement, de vitrine digitale. On essaie aussi de s'adapter avec les éléments qu'on a en notre possession. Voilà. Donc le digital fait partie aussi. Vous l'avez complètement intégré entre les voyages. Là, je vais chercher les pierres directement à la source. J'ai ma vitrine, les perles à la source, c'est mieux d'ailleurs. Et cette vitrine digitale qui est absolument... Votre présence en plus dans les salons, ça fait beaucoup. Ouais. Je suis heureuse de vous avoir rencontré parce que vous êtes exactement à l'idée que l'on m'a faite de vous. C'est gentil. De tout ce que vous faites. Donc je trouve que peu de gens se trompent quand ils travaillent avec vous. Maruru, merci en tahitien. On va rester sur le mot de la fin. Tu peux le redire, ça me plaît. Maruru. Voilà, pendant quelques instants, on est à Tahiti pour notre plus grand bonheur. Merci. Merci Anne. Merci Anne.